Un pan entier de l'histoire de la ville de Chartres au cours du XXe siècle est aujourd'hui totalement ignoré par les Chartrins. Ils ont complètement oublié que leur ville fut une des villes pionnières dans le tout nouveau domaine de l'aviation et qu'elle fut associée tant au début à la fois balbutiant et enthousiasmant de la conquête du plus lourd que l'air, à la fois dans les domaines civils et militaires. Nous allons nous efforcer de retracer cette épopée chartraise en la présentant dans quatre entretiens correspondant aux quatre périodes de cette histoire. D'abord, le temps des pionniers, de 1909 à 1914, puis celui de la Grande Guerre, de 1915 à 1919, l'entre-deux-guerres, de 1922 à 1940, enfin la seconde moitié du XXe siècle, de 1940 à 1997. Les prémices de l'aviation à Chartres. Dès l'Antiquité, l'homme a voulu s'élever dans les airs comme un oiseau. Ce vieux rêve se concrétisa pour la première fois en France à la fin du XVIIe siècle. Il est remarquable que notre pays était en pointe dans les débuts de l'aviation, tant dans les domaines du plus léger de l'air, les ballons, que dans celui des plus lourds que l'air, les avions. Nous verrons que notre département et que la ville de Chartres furent des lieux privilégiés pour le développement et les expérimentations de ces derniers. La première concrétisation du rêve d'Icare fut apportée par le ballon à air chaud des frères Montgolfier et son ascension à Versailles en 1783 devant le roi Louis XVI. Le globe aérostatique, construit à Versailles, enleva dans les airs un mouton, un canard et un coq, sous les yeux du roi et de la cour assemblée devant le château, pour ce premier meeting aérien, le 19 septembre 1783. Le premier homme à avoir embarqué dans un ballon fut Pilâtre de Rosiers, 1754-1785, le 15 octobre de la même année. Le physicien Jacques-Alexandre Charles, 1746-1823, développa de son côté un ballon aérostatique composé d'une toile de soie imperméabilisée gonflée au gaz d'éclairage. Accompagné par Jean Robert, il organisa une ascension publique le 1er décembre 1783 devant le palais des Tuileries à Versailles, à Paris, autant pour moi, en présence de 800 000 personnes, rassemblées dans le jardin des Tuileries, et il monta à plus de 3000 mètres d'altitude. Très rapidement, les applications militaires des ballons se développèrent sous la forme de ballons captifs, embarquant un ou plusieurs observateurs pour régler les tirs d'artillerie. Une compagnie d'aérostiers fut créée à la fin de ce même siècle. Naturellement, l'homme voulut rapidement se rendre maître de la trajectoire suivie par le ballon, et il imagina les premiers dirigeables. L'hélice était entraînée soit par la force des bras, soit par un moteur à vapeur. De nombreux prototypes virent le jour au cours de ces mêmes années. Tout au long du XIXe siècle,
la technique des ballons et des dirigeables se perfectionna. Santos Dumont construisit de grands dirigeables semi-rigides, alors que le comte von Zeppelin développait les dirigeables rigides à Grafenstade. Dès l'aube du XIXe siècle, les partisans du plus lourd que l'air firent de nombreuses tentatives avec des engins mus à la force des bras. Dans notre département, Alphonse Penaud déposa un brevet d'aéroplane cellulaire, le construisit, l'essaya sans succès à Doisemont, près de Nonvilliers-Grand-Houx, en Eure-et-Loir. Grâce à l'invention du moteur à explosion, le rêve devint réalité. Le 8 octobre 1890, Clément Ader décolla sur quelques mètres devant ses employés à Satory, un premier engin nommé Éole. Encouragé par les services du ministère des Armées, il perfectionna l'engin et construisit un nouvel avion mu par un moteur à vapeur de 20 chevaux, l'Aquilon. Il l'essaya devant les services officiels en octobre, décolla sur plus de 50 mètres, mais l'engin n'était pas pilotable et se retourna. Il fallut attendre 1903 pour que les frères Orville et Wilbur Wright effectuent aux États-Unis les premiers vols sur plus de 200 mètres, ouvrant ainsi la porte à l'époque héroïque de l'aviation. Le premier vol d'un aéroplane piloté fut accompli par Orville Wright le 17 décembre 1903 au-dessus de la plage de Kitty Hawk dans la Caroline du Nord. Après ces premiers vols, les frères Wright vinrent en France, berceau historique de l'aviation, pour construire de nouveaux appareils. Ils se basèrent au camp d'Auvour, à Champagne, dans la Sarthe, pour y tenter d'y battre des records. Albert Santos Dumont fut le premier pilote français à avoir effectué des vols soutenus au-dessus de la pelouse du parc de Bagatelle, à Paris, en automne 1906. Il imagina un avion monoplan pesant une soixantaine de kilos, la Demoiselle, ancêtre des ULM, et le fabriqua en série pour le vendre aux premiers amateurs. En l'espace de seulement 6 années, la construction des avions progressa en France à pas de géant. Henri Farman, 1874-1958, était un membre du club des 9 aviateurs ayant volé en Europe en 1907. Il fut l'un des principaux constructeurs français entre 1907 et 1936. Son nom fut étroitement mêlé à l'histoire de l'aviation chartraine, puisque des avions de construction Farman y volèrent sans interruption de 1914 à 1930. Henri Farman boucla le 13 janvier 1908 sur son appareil le premier circuit fermé de 1 km au-dessus du terrain d'ici les Moulineaux. En février 1909, la municipalité de Chartres, poussée par l'exaltation nationale entraînée par les progrès fulgurants de la nouvelle aviation, ainsi que par les succès des vols effectués par Wilbur Wright à Auvour, près du Mans, et Louis Blériot à Toury, vol Toury-Artenay et retour, 28 km en 3 étapes,
négocia avec les autorités militaires l'installation d'un champ d'aviation sur le terrain de manœuvre de la garnison. Elle y était encouragée par une lettre circulaire du président de la Ligue nationale aérienne aux maires des principales villes de France pour les inviter à créer des champs d'aviation. Le colonel Stoffel, commandant le 13e régiment de cuirassiers, basé dans la caserne de la Courtille, située derrière l'église Saint-Pierre, actuellement le lycée Marceau, écrivit au sénateur-maire de Chartres, Georges Fessard, pour lui proposer la mise à disposition du terrain de manœuvre du 13e régiment de cuirassiers comme champ d'aviation. Ce terrain, situé entre la Barre-aux-Boines et la ferme d'Archevilliers, sur la route de Sours, inclus maintenant dans le jardin d'entreprise, était dégagé de tout obstacle et propice aux manœuvres hasardeuses des premiers aéronefs. Il fut rapidement baptisé par les Chartrains le hameau des Planches, à cause des baraques qui furent construites pour abriter les premiers avions et leurs mécaniciens. L'intérêt des constructeurs à la recherche d'une implantation pour construire et essayer leurs prototypes est démontré par cette lettre manuscrite de M. Grangler, constructeur d'aéroplanes, au sénateur-maire de Chartres, Georges Fessard, lui apportant les informations techniques nécessaires pour la construction d'un hangar sur le terrain de manœuvre. Sous l'impulsion du comité des inventeurs aviateurs de France, créé le 23 février 1909 à Chartres, ainsi que celle de la Société d'encouragement à l'aviation, 2 hangars y furent édifiés pour être mis à la disposition des constructeurs Piquerez et Fouquet. Bientôt, 17 hangars suivirent, abritant les premières écoles d'aviation des constructeurs Savary, Houry, Schmitt, Grégoire et Alexandre. Louis Blériot, installé à Toury en 1908, construisit durant l'année pas moins de 9 prototypes différents, tous des monoplans. Il s'illustra, comme chacun sait, le 25 juillet 1909 par la première traversée de la Manche en avion sur son monoplan Blériot 11. On peut se rendre compte de l'enthousiasme que déclencha à Chartres l'installation du hameau des Planches et la venue des constructeurs occupés à assembler les différentes parties de leur aéronef à la lecture de cet article du quotidien La Dépêche, écrit à la fin de l'année 1909. Tous les jours, des spectateurs montés sur le plateau observaient les mécaniciens en action. Le tramway, créé un arrêt spécial sur la ligne Chartres-Gerville, entre le Puy-Drouet et Brétigny, au lieu dit chemin des chariots, pour desservir le champ d'aviation, et les utilisateurs se plaignaient même que le tarif du billet ne soit pas adapté à cette nouvelle desserte. Les Chartrains montaient en masse le dimanche pour assister aux tentatives de vol. Un café-restaurant, tenu par Léandre Chaboche, s'installa et servit à la fois de base pour les mécaniciens et pilotes durant la semaine et de lieu de rassemblement pour la foule des curieux montés pour les fêtes de l'aviation.
Le restaurant Chaboch, modeste baraque construite en planches, abritait tout au long du jour les mécaniciens attendant que les conditions météorologiques deviennent favorables pour une tentative de vol. Le dimanche, la terrasse se remplissait de Chartrains venus passer une après-midi de détente en inspectant les aéronefs en construction. Un système de drapeaux fut mis en place sur le toit du Grand Monarque pour indiquer les jours où étaient effectuées les tentatives de vol. Drapeau bleu, pas de vol. Drapeau blanc, essai probable. Drapeau rouge, essai certain. L'usage des fanions codés se généralisa dans toutes les villes ayant le bonheur d'abriter un champ d'aviation en activité. Les tentatives menées avec les appareils construits par Piquerez et Fouquet se soldèrent par des échecs répétés. Ces essais infructueux, tentés de juin à octobre 1909, tant avec des modèles biplans qu'avec des modèles monoplans, se traduisirent à chaque fois par le bruit du matériel. Découragés, à bout de leurs possibilités financières, ces deux constructeurs abandonnèrent. Des aéroplanes Piquerez furent plus souvent photographiés au sol qu'en vol. Ils ont représenté pas moins une des abstractions majeures présentes sur le terrain. Cette silhouette, connue de tous les Chartrains, abritait à l'époque un atelier à la disposition de tous les besoins de services mécaniques et offrait notamment ses services pour fabriquer les pièces d'aviation à la demande pour la fixation des moteurs. Vous avez naturellement reconnu la façade du cinéma Les Enfants du Paradis. Tessier et Servet, tout comme Piquerez, n'eurent pas le bonheur de voir voler leur enfant, objet de tant de sollicitude, de soins et surtout de sacrifices financiers. Ils étaient les précurseurs de tous ces amateurs qui, dans les aéroclubs, travaillent des années à matérialiser leurs rêves. Mais aujourd'hui, ces amateurs voient plus facilement leurs efforts récompensés. Le premier vol, effectué sur le terrain chartrain, fut le fait de Robert Savary, le 26 mars 1909. Vol au cours duquel il effectua 2 tours et demi du terrain, soit environ 5 km à 7 mètres de hauteur. Il réussit les 7 et 8 juin les 3 épreuves du pilote amateur. Ce fut le premier brevet de pilote passé à Chartres dans sa totalité, le numéro 112 de l'Aéroclub de France. Jacques de Léacard, le 6 novembre, parcourut avec un biplan Grégoire un vol de 300 mètres à 2 mètres d'altitude, en présence de quelques témoins. Grégoire construisait son monoplan dans un hangar agricole à Trébémont. Son appareil fut l'un des premiers à voler au-dessus du champ d'aviation chartrain. Léacard fut aussi un des premiers pilotes à voler à partir de ce même terrain. Un mois plus tard, Maurice Farman rallia Chartres en partant de Buc dans les Yvelines, soit 70 km accomplis en 1 heure. La vie aérienne était essentiellement animée par la présence des écoles d'aviation sur le terrain très fréquentées du fait de la facilité des liaisons ferroviaires entre Chartres et la capitale.
l'école Savary, formant à la fois dès 1910 des pilotes civils et militaires, fut la plus réputée. Des sous-officiers et des officiers du génie et de l'artillerie étaient présents sur le terrain dès 1910. La direction de l'aérostation était sous l'autorité du génie et l'artillerie utilisait des observateurs embarqués dans les avions pour les réglages de tir. Le brevet civil de pilotage fut officialisé dès janvier 1910. Le postulant devait effectuer 3 boucles d'au moins 5 km et se poser à moins de 150 mètres d'un repère donné. Le brevet militaire, lui aussi, fut créé en 1910. Il imposait de suivre des circuits en 8 de 5 km à plus de 50 mètres d'altitude et des atterrissages à moins de 50 mètres de la cible. La présence à Chartres de ces écoles d'aviation expliqua la décision prise en 1915 par l'administration militaire d'implanter sur ce terrain à Chartres la principale école de formation de pilotes de la Grande Guerre. Notons enfin que les ateliers des deux constructeurs Savary et Schmitt se sont implantés sur le terrain de Chartres. Dès 1909 à 1913, Robert Savary a construit 22 appareils, dont 12 ont été vendus, 9 à l'armée française et 3 à l'armée italienne. Il abandonna l'aviation en mai 1914 après avoir englouti des sommes très importantes dans l'aventure. L'école de pilotage Savary fut l'école qui forma le plus de pilotes, tant civils que militaires, pendant ces quelques années. Maintenant vont défiler un certain nombre de cartes postales dans lesquelles vous avez les pilotes chartrains. Toutes ces cartes postales ont été faites, photographiées par le photographe Aubert. La plupart de ces pilotes ont voté sur des biplans Savary et 6 sur des biplans Schmitt. L'école Schmitt fut une école aussi prospère que l'école Savary. La renommée de l'école passait par celle de son chef pilote, principal instructeur, en l'occurrence Garex, qui sera titulaire de nombreux records mondiaux. Ces avions d'école resteront jusqu'en 1918 des biplans, plus stables, moins rapides et plus tolérants aux erreurs de pilotage que les monoplans. Les photographies des pilotes parisiens venus voler à Chartres, photographiées par Aubert, étaient vendues à Chartres dans les cafés, les débits de tabac et les maisons de presse de la ville. Souvent, Aubert mettait la cathédrale en toile de fond sur ses photographies. Les biplans Farman, retenus par l'armée pour l'instruction de ses pilotes, seront massivement utilisés de 1915 à 1918 pour la formation à Chartres de plus de 3000 pilotes. De très nombreux records du monde furent homologués entre 1909 et 1912 sur le terrain chartrain. À la lecture de cette liste, on peut mesurer l'extraordinaire vitesse à laquelle a évolué la technique de l'aviation durant ces quelques années. 9 décembre 1909, Maurice Farman
Record du monde de distance, 70 km en 59 minutes. 9 juillet 1911, Pierre Level, record du monde de distance de 200 km avec un passager embarqué en 2h38 minutes. Toujours Pierre Level, en juillet 1911, record du monde de distance, 241 km en 3h14 minutes avec un passager. En 1912, Joseph Frantz, record du monde de distance de 65 km à 600 mètres d'altitude à une vitesse de 80 km/h avec 3 passagers embarqués. Le même Frantz, février 1912, record du monde de vol chargé de 6 personnes, puis de 8 personnes. Enfin, Victor Garex, entre janvier et juillet 1914, a conquis 41 records du monde. Des records d'altitude, 1750 mètres chargés à 650 kg, ou 1580 mètres chargés à 883 kg, record de vitesse 150 km en 1h26 avec une charge de 610 kg. Joseph Frantz, jeune chef pilote du constructeur Savary, succéda à Pierre Level, décédé accidentellement lors d'un concours militaire organisé à Reims par l'armée en vue de sélectionner ses futurs aéronefs. La plaquette publicitaire émise par le constructeur Savary met l'accent sur les records obtenus à Chartres avec ses appareils, notamment grâce à Frantz, instructeur et chef pilote. Il faut naturellement relativiser ces records, souvent éphémères. Victor Garex réussit l'exploit de s'octroyer 27 records mondiaux au cours du même vol, d'1 heure sur biplan Schmidt le 22 avril 1914. Le 3 mai 1912, la première liaison radio entre un avion en vol et une station terrestre fut obtenue au-dessus du terrain de Chartres, à partir d'un avion Savary, piloté par Joseph Frantz. Il volait à 1000 mètres et son passager Rouzet émettait en morse un message reçu à terre par un détachement de sapeurs télégraphistes du génie. La presse locale relate avec enthousiasme le récit de cette première liaison radioélectrique aérienne qui ouvrait d'immenses perspectives tant à l'aviation militaire que civile. Enfin, ce qui était un peu moins agréable, 4 accidents mortels endeuillèrent les premières années d'exploitation du terrain chartrain. Les trois premiers sont survenus dans les environs proches de Chartres, le dernier lors du concours militaire d'aviation organisé à Reims. Edmond Poilot, né à Paris le 28 juillet 1888, obtint son brevet de pilote en août 1910 à l'école Savary, où il devint instructeur et chef pilote. Le 25 septembre 1910, il se tua avec son passager en limite de la commune de Genaville. Vous voyez là quelques photographies prises de ce pauvre Poilot sur son lit de mort à l'Hôtel-Dieu et la levée du corps à l'hôpital. Son cortège funèbre fut suivi par tous les aviateurs et mécaniciens travaillant sur le champ d'aviation, ainsi que par Savary, constructeur et concepteur de son appareil. Une stèle commémorative rappelant cet accident fut inaugurée en septembre 1911. Elle était édifiée sur la route d'Orléans, mais fut déplacée en limite de la rocade sur la route de Sours.
Second accident, Pierre Baron. Dès le 20 juillet 1884 à Paris, second pilote à l'école Savary, 16e pilote formé à Chartres, était renommé pour ses atterrissages en vol plané. Il tomba à Berchères-les-Pierres le 2 septembre 1911 dans des circonstances mal identifiées. La fête aérienne qui devait avoir lieu le lendemain matin fut annulée, mais de nombreux spectateurs non prévenus étaient présents. Lucien Deneau effectua cependant pour eux une présentation qui fut justement ovationnée. Pierre Level, né à Paris le 22 juin 1877, premier pilote de l'école Savary, se tua à Reims le 12 octobre 1911 lors des épreuves du concours militaire. Ce concours spécifiait l'enlèvement d'une charge utile de 300 kg en décollant d'un champ fraîchement labouré. L'avion Savary, foncièrement instable et sous-motorisé, fut victime d'une perte de vitesse à basse altitude qui fut fatale pour son pilote. Au pied levé, Joseph Frantz remplaça Level sur un second appareil et termina les épreuves du concours. Pierre Baron et Pierre Level, respectivement premier et second pilote chez Savary, se sont tués à moins d'un mois d'intervalle. Aux commandes de biplan Maison. Cette série noire n'a pas empêché Savary de faire remonter Frantz, troisième pilote, sur un autre appareil pour continuer les épreuves. Gustave Paul Maréchal, né à Orléans le 12 mai 1889, était un mécanicien de profession. Il s'écrasa le 5 novembre 1912 dans le parc du château d'Ouville-la-Branche, probablement suite à un malaise provoqué par le froid. La violence du choc, désagrégeant totalement l'appareil, entraîna de nombreuses blessures mortelles. On peut voir, ci-dessus, le cortège funéraire de Gustave Paul Maréchal défile en place du Châtelet. On constate sur cette photographie le retentissement populaire entraîné par ces accidents, ainsi que la pompe funéraire encore en vigueur avant la Première Guerre mondiale. Maintenant, citons quelques pilotes célèbres. De nombreux pilotes furent formés localement entre 1910 et 1913. Certains d'entre eux ont laissé une trace durable à Chartres, soit qu'ils étaient originaires du département, soit que leur nom ait été étroitement mêlé aux grandes heures de l'aviation. Lucien Deneau, une des plus anciennes vieilles tiges militaires. Il était né à Bavilliers le 14 avril 1886 et fut le mécanicien de Louis Berriot. Il obtint son brevet de pilote militaire, le numéro 71, en 1911. Homologué à titre civil, numéro 615, vous voyez la progression des pilotes, hein. On est passé en 3 ans pratiquement à 600 pilotes. La même année. Il fut d'abord employé par les constructeurs malheureux Fouquet et Piqueret, puis par Savary. Il organisa à titre personnel, en 1912, de nombreux meetings en France, en Italie et en Amérique du Sud. En 1913, il vola au Brésil et fut le premier pilote à survoler l'Amazonie. Pendant la guerre, instructeur, il forma à Avord, dans le Cher, et à Pau, Pyrénées-Atlantiques, de nombreux pilotes,
dont Georges Guilbert. Il effectua pendant la guerre de nombreuses missions de reconnaissance aérienne. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1948, puis promu officier, il était titulaire de la médaille de l'aéronautique. Au cours de ses activités à Chartres, il tint un cinéma, rue Félibia, une salle de skating, géra la Petite Venise, puis une société de taxi. Il décéda à Chartres en 1971. Une rue de Bavilliers rappelle sa mémoire. Lucien Denot est incontestablement la figure chartraine la plus emblématique de cette période du début de l'aviation. Joseph Frantz, première victoire française en combat aérien le 5 octobre 1914. Dès le 7 août 1890 à Beaujeu dans le Rhône, il fut breveté pilote en 1911. Il était titulaire de nombreux records, dont la durée avec 2 passagers, l'altitude avec 6 ou 8 passagers en 1902. Un de ses plaisirs consistait à passer entre les 2 flèches de la cathédrale, ce que lui fut interdit par la suite. Un de ses passagers fut Maurice Jusselin, archiviste départemental, président de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, qui se passionnait pour cette façon nouvelle de découvrir la ville et le département. Il servit dans l'aviation lors de la Grande Guerre. Revenons à Joseph Frantz. Second pilote de l'école Savary, dernière René Level, il pilota l'avion ayant abrité la première liaison radioélectrique en vol. En octobre 1914, il fut le premier aviateur français à abattre un avion allemand en combat aérien. Il fut ensuite détaché de 1915 à 1918 comme pilote d'essai chez le constructeur Voisin, participant à la mise au point de 12 prototypes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il commanda le groupe de transport 3306, basé à Marcenay dans la Côte-d'Or. Grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de guerre, de la médaille militaire et de la médaille de l'aéronautique, il continua de voler jusqu'à un âge avancé. Il décéda en 1979 à l'âge de 89 ans. Victor Garex, détenteur de 41 records du monde. Dès le 8 novembre 1890 à Taulignan dans la Drôme, il était mécanicien employé par plusieurs constructeurs avant de construire sans succès son propre avion métallique. Breveté en 1912, il devint instructeur à l'école de Chartres en 1913. C'est là qu'il décrocha en 1914 de très nombreux records d'altitude et de vitesse en charge. Il détint le triste privilège d'avoir été le premier pilote français abattu en combat aérien cette même année. Cette courte période de 5 années fit donc une activité aéronautique importante se développer à Chartres. Favorisé par la présence des premiers constructeurs malheureux, suivi rapidement par 2 autres constructeurs plus talentueux ou plus chanceux. La proximité de Chartres avec la région parisienne et l'aérodrome de Buc, lui aussi en plein essor, ainsi que la facilité de liaison par le chemin de fer avec la capitale, favorisa la venue de nombreux amateurs désireux d'apprendre à piloter, ou tout simplement à voler. Nous verrons lors d'une prochaine conférence que la présence sur le terrain de Chartres de 2 écoles d'un pilotage réputé
servi de berceau à l'installation en 1915 d'une école militaire de formation au pilotage des volontaires qui désiraient quitter leur corps d'origine pour entrer comme pilote dans une escadrille. C'est ainsi que plus de 3000 pilotes furent formés sur ce terrain entre 1915 et 1919, faisant de Chartres le centre d'apprentissage militaire au pilotage le plus important de France. Après avoir acquis leur brevet et avant de rentrer en service opérationnel en escadrille, ces pilotes passaient dans une école spécialisée, observation, bombardement, combat aérien, etc. Je vous donne donc rendez-vous pour ce prochain entretien que vous retrouverez sur votre site SAEL 28. Je remercie tout particulièrement le commandant Guilleux, président de l'association des anciens de la base 122 de Chartres, qui m'a ouvert ses archives personnelles pour illustrer ses propos. Tous mes remerciements pour votre attention.